Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 458 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le premier numéro de notre top 100 joueurs NBA 2025, top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Aujourd'hui, Alex de chez Trash Talk. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour le lancement de notre grande série, le grand top 100 participatif de tous les médias NBA français. Et quoi de mieux pour débuter cette série que de recevoir un invité de marque. Et un invité, quelqu'un qui aujourd'hui est plus content d'avoir Jalen Green que Bradley Beal dans son équipe. Comme quoi, la NBA, c'est vraiment where amazing happens. C'est Alex, comment ça va Alex ? Salut Guillaume. Ouais, effectivement, where amazing happens. Je sais pas si je suis content d'avoir Jalen Green, j'irai pas jusque là, mais je suis content de plus avoir Bradley Beal et puis de me dire que les Suns ils vont en chier, mais au moins ça va repartir vers un truc plus rigolo quoi. Parce que là, ça faisait quand même une saison et demie que c'était morose et on sentait que c'était cradingue comme vestiaire quoi. Non mais alors du coup c'est vrai qu'on parle de Jalen Green, tu penses ça va être quoi le projet? Parce que finalement vous avez pas vos pics Phoenix, donc tu peux pas non plus tanker et partir sur que des jeunes, non? Tu crains pas pour Booker un peu le trade de Booker? On n'a pas nos pics, mais on a des pics. Ouais. Et on a vu que, par exemple là lors de la dernière draft, bon, t'arrives, t'as pas beaucoup de pics, tu fais des trades, tu bricoles, t'échanges des pics. Enfin moi je trouve que par exemple là, le nouveau management des Suns, on verra ce que ça donnera comme joueur, mais c'est pas trop mal débrouillé à la dernière draft. Et donc oui, il y a un risque un jour de trade de Booker. Il y a surtout un risque de Booker qui en a ras le cul et qui demande son trade. Je vois pas du tout les Suns trader Booker d'eux-mêmes, en fait. Je n'y crois pas à cette théorie. En revanche, effectivement, Booker qui... genre, imagine cette saison, au hasard, Booker fout 30 points par match, mais les Suns gagnent 24 victoires. Ah, peut-être qu'il va arriver un moment, il va se dire, vas-y, c'est bon, je suis saoulé. Genre, il est même pas au start, tu sais. Tu sais, parce que comme les résultats collectifs... compte pas mal quand même dans la nomination All-Star et tout. Oui, tu peux le perdre un jour. Le jour où tu perds Booker, vu que ça a été re-signé et tout, là, pour le coup, t'auras du draft capital assez sérieux, à mon avis, qui arrivera en échange. Alors pardon, j'ai pas précisé, mais Alex de chez Trash Talk évidemment, mais vous avez reconnu avec déjà cet édito sur les Suns. Salut tout le monde, ouais, les gens ils avaient compris là je pense. Bon Alex de Trash Talk, tout le monde... d'ailleurs un peu de pub pour ce petit média Trash Talk qui est en train de monter là, c'est les previews bientôt, c'est ça, les fameuses 30 previews en 30 jours. Ouais, on a les previews qui vont pas tarder, on n'a pas encore la date de lancement, mais on va commencer grosso modo 30 jours avant le début de la saison, donc c'est quand même un assez gros indice. Et puis après, il y a pas mal, la saison NBA va driver l'actu et tout, puis on a tout un tas de choses comme d'hab à disséminer tout au long de la saison là, qu'on va essayer de créer du contenu sympa quoi. Le retour de Bastien en forme aussi. Ouais, retour de Bastien en forme. Là on a fait l'Euro là, bon évidemment niveau français c'était pas ouf cet Euro, mais comme je te disais juste avant qu'on commence là en off là, moi je trouve cet Euro très sympa à regarder. Oui. Et d'ailleurs, tu vas nous dire le champion. Quel est le champion de cet Eurobasket? Puisque cet épisode sera publié après. Donc voilà, vous avez le pronostic en avance. Est-ce qu'il y a des gros projets, alors sans les dévoiler, il y a des gros projets secrets pour cette année, Trash Talk ou pas? J'ai plusieurs trucs assez gros autour des cartes, moi. Ouais. Oui, t'as fait des vidéos sur Trash Talk, sur la chaîne YouTube. Ouais, j'ai lancé ma petite série ma petite pastille vidéo, entre guillemets, à moi, entre guillemets. Enfin, c'est la première fois dans l'histoire de Trash Talk que je me retrouve dans un concept où je suis tout seul devant la caméra, où je scripte un peu mes petites émissions à l'avance, mais en fait, tu vois, je n'ai pas à échanger avec Bastien ou Simon, enfin, c'est pas que je veux pas, c'est juste que c'est un concept différent. Et donc, sur les cartes NBA à collectionner, donc j'ai voire peut-être 2 projets assez gros, en fait, autour des cartes, dans le cadre de Trash Talk. Le 27 septembre, si jamais cet épisode est publié avant, il y a le Lille Card Show, donc comme son nom l'indique, à Lille, et il y a je sais pas, une centaine de tables, une centaine d'exposants, tout type de cartes, pas que les cartes NBA, les cartes de sport en général, plus du Pokémon si j'ai bien suivi. Là, moi je connais moins ces cartes-là. Et donc à Lille, et j'y serai, et j'espère bien croiser un paquet de gens passionnés de cartes comme moi. De la même manière que vous aviez délocalisé aussi la brocante sport aussi en mai dernier, c'est ça? On a fait à Lille. Ah ouais. On a fait une à Paris, une à Lille. On a fait 2. C'était assez cool. La brocante de Lille, vraiment très très cool. Tu sens que dans le Nord, ils rigolent pas avec les brocantes. Ils aiment ça. Ça fait plaisir.
Donc Alex, vous connaissez, Trash Talk, vous connaissez bien entendu. Et donc aujourd'hui, le format, tu inaugures ce format cette année. Je crois que tu l'avais fait l'an passé, également aussi, mais t'étais passé plus tard. Donc je réexplique, vu que c'est un peu le début, hein, Alex. On fait un top 100 participatif. À chaque épisode, un membre de médias NBA français différents. Et le but, c'est qu'on a une playlist de 100 noms. On a déjà fait une playlist ensemble avec les auditeurs sur Twitch. Et qu'on prend à chaque fois 5 par 5, des QV de 5. On parle des 5 du jour. Aujourd'hui, à la fin de l'épisode, on aura un top 5, on aura classé les 5. L'épisode numéro 2, on rajoute 5 nouveaux noms, on aura un top 10. L'épisode 3, on rajoute 5 nouveaux noms, top 15, etc., jusqu'à construire le top 100. Donc voilà un peu le principe. Et aujourd'hui, tu as eu une belle cuvée, toi, de ton côté. Tu as eu Giannis Antetokounmpo, tu as eu Josh Hart, tu as eu Sabonis, tu as eu Cade Cunningham et Al Horford. Hein, plutôt une très belle cuvée pour commencer ce top 100. Donc question traditionnelle, comment est-ce que tu as classé déjà ces 5-ci, un premier jet, et après on en parle un par un. Giannis, Cade Cunningham, Domantas Sabonis, Josh Hart et Al Horford. De 1 à 5. Ok. Donc j'ai pareil, évidemment. Je me pose la question par rapport à Al Horford versus Josh Hart, mais je pense qu'on va en discuter aussi. Donc ok, voilà pour ce premier jet, et donc on peut en parler un peu en détail si tu veux bien. Tiens, on commence par Sabonis, si ça te dit que tu as mis 3e, et moi aussi 3e pour l'instant sur ce premier jet. Donc Domantas Sabonis chez les Sacramento Kings, 35 minutes de jeu par match, je te fais un peu le topo, 35 minutes de jeu par match. En termes d'usage, 21% de volume de responsabilité. Efficacité plus 14% relatif à la moyenne, mais on va en parler aussi. Bref, je peux te lancer. Que penser de la saison de Sabonis avec, encore une fois, on a l'impression de hyper forme, mais dans des Kings un peu moyens. Bah tu vois, t'as dit que toi t'avais éventuellement eu un petit débat entre Josh Hart et Horford sur les places 4-5. Ouais. Moi j'ai plus réfléchi aux places 2-3 entre Cade et Sabonis. Ok. Mais c'est intéressant du coup. Je trouve que que tu mettes Domantas ou Cade Cunningham en 3, il y a un vrai écart avec Josh Hart et Horford qui sont derrière assez naturellement, je pense. Ouais. Et je pense que quand tu vas avoir d'autres gens dans ton podcast, il va y avoir pas mal de monde qui va glisser des joueurs entre du Domantas et du Josh Hart quand même. Tu vois, il y a un vrai écart. Alors que je trouve qu'entre Cade et Domantas, même si évidemment là, comme tu viens de le dire, Domantas il a pas mal produit de statistiques dans des Kings pas ouf, qui ont changé de coach en cours de route. D'ailleurs, petit aparté, je sais pas toi, mais moi, j'étais assez déçu de ce choix des Kings de pas garder Mike Brown, par exemple. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment une erreur. Je pense que Mike Brown c'est un excellent coach et je l'ai pas toujours pensé, mais il m'a fait changer d'avis petit à petit. Et je pense que il a certainement sa part de responsabilité, Mike Brown, mais je pense aussi que les choix du management, notamment les choix de joueurs et la gestion de tout ça, a été suffisamment catastrophique pour pas forcément devoir virer le coach. Mais bon, c'est que mon avis. Hein. Mais ça, la saison individuelle de Sabonis, tu veux dire qu'elle est pas quand même pas si décevante que ça, quoi. C'est plutôt la gestion collective. Je pense qu'elle est pas si décevante que ça. Je pense que il y a toujours un questionnement à se poser défensif. Sabonis, parfois, il déçoit à ce niveau-là. C'est vrai. Ouais. Encore que je trouve que rien que sa capacité à se goinfrer de rebonds défensifs, c'est déjà pas inintéressant dans une défense. Je rappelle que la défense, elle est finie quand t'as le rebond. Donc là, t'as un type qui en prend 10 par match, des défensifs. Je crois qu'il prend 14 rebonds par match ou un truc comme ça cette année. C'est le meilleur rebondeur de la ligue pour la 2e ou 3e année d'affilée, Domantas Sabonis. Oui, et même au-delà de ses stats personnelles, tu vois, les Kings sont également 2e de NBA sur la protection du rebond. Et clairement, pour moi, c'est un des aspects où c'est un des seuls aspects de la défense où ils sont bons. Et lui participe totalement à ça, quoi. Qu'il prenne le rebond ou pas, il occupe une place, il fait des box-out, etc. Il occupe l'espace, il a les fondamentaux du rebond, il fait des écrans retard, comme on apprend aux plus jeunes et tout. Voilà, il y a Sabonis. Ensuite, Sabonis, pivot collectif, pivot passeur, pivot qui cherche les copains, dribble and off, les bonnes passes quand il y a des cuts backdoor, les high-low avec Sabonis, il y a grave moyen. Donc ça, moi j'aime bien. Ensuite, je trouve que cette année, il s'est appliqué dans la qualité de ses choix de shoot à 3 points. Donc il en prend pas beaucoup, mais il les prend un peu mieux. J'aime bien. Ça va lui servir le jour où peut-être ce joueur aura l'occasion de rejouer en play-off. On se rappelle contre les Warriors, très mauvaise expérience pour lui. Les Warriors l'ont un peu pas respecté sur son shoot et il a pas su répondre. Je trouve ça bien là, qu'il montre qu'il peut peut-être à l'avenir répondre à ça.
Juste pour dire, hein, je cale la stat vu que t'en parles, il est passé de 1 à 2 par match, même de 2,2 par match à 41%, comme tu dis, donc c'est déjà bien qu'il commence un peu à les tenter. Ouais, il les prend un peu mieux, un peu plus de volume, et en plus, comme par hasard, le pourcentage s'améliore, parce que c'est un mec qui a dû toucher Sabonis, on le sait. Exactement. C'est un mec qui a une vraie patate gauche, qui a un vrai bout de shoot, qui a des bons fondamentaux, des bons appuis, qui comprend bien le jeu et tout, donc il n'y a pas de raison, s'il s'applique, qu'il rentre pas un peu de 3 points. Je te dis pas que je veux en faire un mec, un pivot là qui prend 8 tirs à 3 points, mais son jeu est ailleurs, mais qu'il sache les mettre un peu, c'est bien. Rebond, voilà, le meilleur de la ligue, ou un des tout meilleurs en tout cas. Et au scoring, bon, on est à 19-20 points par match, avec du scoring assez efficace dans l'ensemble, puisqu'il va souvent près du cercle, il aime bien bully ses adversaires et tout, donc moi j'ai bien aimé la saison de Sabonis. Je pense juste, et c'est pas pour l'excuser ou quoi, je pense juste que DeRozan et Lavine vraiment à côté de Sabonis, genre mais non, Sabonis doit être le lieutenant d'un gros joueur, plus gros que lui. Et c'est pas en lui adjoignant d'autres pseudo-lieutenants que en fait tu l'aides. Voilà. Surtout qu'en plus, DeRozan est un joueur de mid-range, donc vient manger dans l'espace offensif de Sabonis. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que la complémentarité est dérisoire. Ouais. À la limite, avec Lavine, j'aime bien, ça va, ça peut fonctionner. Mais avec DeRozan, pardon, mais genre n'importe quoi. Enfin, les mecs jouent un peu dans... Il y a beaucoup de zones en commun, quoi. Bah, ce que j'allais dire, au moins Lavine, il y a un shoot, tu vois, donc ça peut faire même, on verra l'an prochain, mais ce côté, c'est jeu de main à main avec du shoot, avec c'est du spacing, voilà. Mais c'est vrai que des drives vers le cercle et exactement, tout, tu vois, genre. Exactement. Mais c'est marrant que tu t'aies parlé de suite de Mike Brown, je suis assez d'accord. L'attaque de Mike Brown, la fameuse Princeton offense, donc grosso modo, hein, jeu au posto et avec des mecs qui tournent autour, on va un peu le décrire comme ça. C'était aussi beaucoup pour Sabonis, quoi. Et c'est là-dessus qu'il était très bon. Le duo avec Fox, qui était aussi très bon là-dessus. Bon, Fox est parti, ça fait aussi partie de sa saison. Premier coup dur pour lui. Et deuxième, je pense qu'il y a aussi l'arrivée de DeRozan, qui, au-delà du fait que, au-delà même des zones du terrain, il y a aussi un côté où DeRozan, il veut ses ballons, il va garder la balle. Et le problème, c'est que Sabonis, quand il est off-ball, il est pas hyper intéressant. Donc, non. Tu vois, je parlais aussi d'efficacité. Il est 14% au-dessus de la moyenne, c'est incroyable. Mais sur un volume qui est de plus en plus petit. Et en fait, c'est un joueur à compromis. C'est un joueur à compromis et qui a paradoxalement été moins utilisé qu'avant. J'ai l'impression, tu vois, ne serait-ce que sur les touches par match, il était toujours top 2, top 3, à beaucoup toucher le ballon, la plaque tournante. Bah, cette année, avec l'arrivée de DeRozan, il est tombé en dehors du top 20, quoi, tu vois. Donc, c'est pas non plus des tonnes, mais quand même, quoi. C'est dommage. C'est un joueur atypique. Et quand t'as ce genre de joueur, il faut l'assumer dans ton jeu, quoi. Ouais. C'est enfin, tu vois, je sais pas, à moindre échelle, c'est comme si les Nuggets donnaient moins la balle à Jokic, quoi. Qu'est-ce que c'est? Non. Bah, disons que c'est un joueur à compromis, donc il faut assumer le compromis, il y a pas de problème. Mais si tu assumes le compromis sans en plus profiter de ses forces, et si tu le mets sans ballon, en fait, il est juste sur le terrain pour la défense, et de l'autre côté, tu n'utilises pas les forces en attaque, quoi. C'est un peu dommage. C'est complètement dommage. Donc je pense que ça l'a desservi dans l'image qu'il a pu, et ça a desservi aussi les Kings dans le nombre de victoires qu'ils ont pu faire. Ouais. Mais en soi, la saison individuelle de Sabonis, je l'ai mis derrière Cade Cunningham, hein, mais pas si loin que ça, en fait. Pas si loin que ça. Ouais. Non. Le truc aussi, c'est qu'il faut dire pourquoi on a aussi donné beaucoup de ballons à DeRozan, peut-être parce qu'il y a un peu cette limite chez lui de Sabonis en termes de création pure de 1 contre 1. Il peut, mais c'est jamais la folie, quoi. Donc ça, mais au bout d'un moment, tu es qui tu es, on sait qu'il n'y aura pas de potentiel plus que ça. Mais c'est un peu la limite et la différence à un Jokic. Par rapport à Jokic, tu vois, c'est que Jokic, c'est la plaque tournante, mais il peut aussi scorer contre n'importe qui. Sabonis peut pas, donc ouais. Évidemment que Jokic va être un peu plus haut que tous ces gens dans le classement, hein, à la fin. Voilà, on le sait. Ouais. On verra où il sera exactement, mais je voulais pas forcément comparer, je voulais comparer les rôles, surtout. Ah oui, non, mais tu fais bien, c'est bien. Des intérieurs qui ont besoin qu'on mette la balle dans leurs mains, quand même. Exactement. Et de l'autre côté, pareil, alors, moi je continue la comparaison avec Jokic. Jokic est aussi un compromis défensif, comme Sabonis. Le truc, c'est que pourquoi ça marche à Denver, parce que on cache un peu Jokic sur des 2 contre 1 sur le ballon au niveau du pick and roll. On te dit, vas-y, monte haut sur le ballon, sur les pick and roll, on te cache dans ce 2 contre 1. Mais grosso modo, le but de Denver, c'est que ensuite, quand le ballon va ailleurs, derrière, t'as une défense en deuxième rideau qui assure, quoi. Et ça, on l'a pas trop côté Kings. Pas du tout. Donc oui, il y a un compromis avec lui et qui n'est pas rattrapé parce que quand en deuxième rideau tu n'as pas Aaron Gordon ou des mecs comme ça, mais que tu as plutôt DeRozan justement ou des mecs un peu imparfaits, bon ben voilà, tu peux pas compenser autant que tu voudrais collectivement. Mais c'est un cas intéressant et tu vois,
presque j'aurais envie de le voir ailleurs ou avec encore plus de ballons, sachant que ce sera jamais All NBA First Team, mais avec beaucoup de ballons, ce serait presque assez fascinant de voir à quel point on peut pousser l'expérience de plaque tournante offensive, quoi. Oui, tout à fait. Ça serait intéressant. Je suis d'accord. J'aimerais bien le voir. Donc voilà pour Sabonis. Donc cette fois-ci, on n'a pas à l'insérer dans le classement comme on fera plus tard, puisque il est pour l'instant, chez toi comme chez moi. Pour l'instant, il est premier même, puisqu'on a parlé que de lui. Donc oui, mais vu l'ordre que j'ai donné avec lequel tu avais l'air d'accord. Pardon. Évidemment. Bah tiens, on peut passer aux joueurs. Attends, non. Excuse-moi. Dis-moi, vas-y. Petit quiz. T'avais oublié ça ou pas? Non, ouais, j'ai complètement zappé. Vas-y, quiz-moi. Petit quiz, puisque on finit toujours en rigolant chaque fin de joueur avec un quiz. C'est un qui est sur le terrain. Tu dois me dire qui est sur le terrain au moment d'une action marquante du joueur sur la saison. Nous sommes en tout début de saison. Nous sommes le 27 octobre 2024. Et c'est un dunk de notre ami Sabonis sur LeBron James. Rends-toi compte. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison de Sabonis? Oui, je suis capable de te citer des joueurs sur le terrain. Je pense qu'il y avait encore De'Aaron Fox. Il était encore là, vu que c'est vu la date que tu m'as dite. Il est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok. Alors, De'Aaron Fox, DeMar DeRozan. DeRozan est sur le terrain, ouais, tout à fait. Ok. Keegan Murray. Keegan Murray est sur le terrain, en effet, ouais. Ok, Sabonis, vu qu'il dunk. Donc, j'ai quoi, là? J'ai mon fond de courte. C'était qui, le poste 2, là? Indice, Wembanyama. Une photo de Wembanyama. Tu l'as pas vu cet été, il a fait une photo un peu bizarre, Wembanyama. Voilà. Il a fait une photo, il est déguisé en... Attends. Malik Monk. Exactement. Malik Monk. Merci pour l'indice, magnifique. Et côté Lakers, alors? Donc LeBron qui se fait postériser. Côté Lakers. Donc LeBron qui se fait postériser. Anthony Davis. Tout à fait, ouais. Il était là, 27 octobre. Qui était encore un Laker à l'époque. Cette phrase fait quand même bizarre. Il y avait qui? Austin Reeves. Austin Reeves, oui, tout à fait. Rui Hachimura. Exactement. Hachimura est sur le terrain. Et le dernier, ça fait partie de ces joueurs où on dit il aurait peut-être pas dû quitter cette équipe, ou on n'aurait pas dû le payer autant parce qu'il était bon que dans cette équipe. D'Angelo Russell. Non, c'était pas lui, c'est un autre. C'est pas lui, mais ça pourrait. Gabe Vincent. Exactement, c'est Gabe Vincent qui est sur le terrain. C'est vrai qu'il aurait pas dû partir de Miami, lui. Voilà. J'avoue. C'est un peu l'idée, mais voilà pour qui est sur le terrain. On montre cette action très marquante donc de Sabonis qui va dunker en fin de match sur notre ami LeBron James. Et donc on peut passer à notre deuxième joueur du jour si tu veux bien. Donc c'est Josh Hart. Partons sur Josh Hart. Je te fais un peu le topo avant de te lancer. 37,6 minutes par match. Josh Hart, le plus haut total de NBA. 13 points, 9,6 rebonds et quasiment également 6 assists par match. En termes de usage, stat un peu plus avancé entre guillemets. On est sur un usage qui est très faible. On est sur 15% à peine et efficacité du plus 6% relatif à la moyenne. Et voilà, j'ai parlé du minutage pour te lancer. On est sur un joueur qui est là aussi à compromis, mais qui a été un peu le joueur favori de Thibodeau, mais il y a des raisons aussi de l'aimer. Oui, non, il y a des super raisons de l'aimer. C'est vraiment un role player. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs en NBA qui vont dire oh non, Josh Hart, je saurais pas quoi en faire, ou j'aurais du mal à le mettre dans ma rotation. Je pense que Josh Hart, tu le fais jouer. Thibodeau a fait le choix de l'intégrer dans son 5 majeur et de lui donner des minutes énormes. Bon, ok, très bien, parce que ça correspondait à un besoin qu'il avait de ce profil à côté de Jalen Brunson et de Mikal Bridges, en gros, tu vois. Donc ça, on peut comprendre. Moi, je pense qu'il est très intéressant également en sortie de banc, en 6e homme. On verra comment c'est géré d'ailleurs cette année avec Mike Brown chez les Knicks, parce que Mike Brown va coacher les Knicks. Exactement. On fait le lien. Statistiquement, c'est une magnifique saison de Josh Hart. Je veux dire, c'est une de ses meilleures en carrière. Ouais. Genre, il est quasiment en double-double point rebond. Tu disais là, 9,6 rebonds. Putain. C'est ça, ouais. Et 6 passes d'Est. Donc, c'est un joueur collectif qui se bat, qui donne beaucoup. Alors, évidemment, il est limité en termes de handle, de qualité de shoot à 3 points, il est limité. C'est pour ça d'ailleurs que son usage n'est pas forcément très élevé, parce que même si tu adores Josh Hart et que tu penses qu'il est très important sur le terrain pour son énergie, sa défense, sa capacité au rebond, notamment rebond offensif et tout ça,
c'est pas forcément par lui que t'as envie que les actions se finissent. Ouais. T'as pas forcément envie, même si avec ses quasiment 6 passes d'ess par match, il a montré que en gros il peut très bien être à la dernière passe, ce qui est déjà beau. Mais souvent Josh Hart, il est à la dernière passe, c'est pas il a fait toute la différence, il a kick out et puis il a mis tout le monde dans le vent et il a ressorti la balle quand il fallait, tu vois. C'est plus, il y a un beau mouvement de balle et Josh Hart, ça arrive à lui, il fait le bon choix, la bonne passe, mais souvent il a pas posé un dribble et c'est une passe d'ess. C'est plutôt ce qu'on appelle un connecteur qu'un créateur en fait. Hein. Il va pas créer le décalage, voilà. Il va l'amplifier, faire le liant, l'extra passe, le mouvement dans le dos, le cut, etc. quoi. C'est un connecteur, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord, c'est un des meilleurs de la ligue dans ce genre. Ouais. Notamment grâce à sa capacité de venir depuis les postes extérieurs prendre énormément de rebonds. On sait que ça, c'est des joueurs très importants dans les collectifs, notamment on l'a vu en play-off pour les Knicks, parce qu'en fait c'est un mec qui vient te gagner beaucoup de possessions. Parce qu'il domine ses adversaires directs dans ce secteur-là du jeu. Là où c'est moins évident quand t'es ailier fort au pivot, parce qu'en ailier fort au pivot, t'as quand même beaucoup de gars qui sont très forts au rebond. Là où Josh Hart vient vraiment faire beaucoup de bien, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour une équipe qui se repose beaucoup sur ce jeu des possessions, qui se repose beaucoup sur aller chercher des secondes chances, etc. Et donc tu vois, pour moi la valeur vient aussi de là, parce qu'il colle parfaitement dans ce schéma offensif, malgré son manque de tir. C'est pour ça qu'il a été titulaire avec autant de minutes. Hein. Exactement. Ça, plus la défense aussi. Tu vois, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais pourquoi il est autant sur le terrain alors qu'il peut handicaper un peu le spacing, c'est que en fait il faut bien défendre Brunson, que Brunson ne défende pas les triangles, les Garland et autres quoi. Donc il y a cette valeur aussi de, paradoxalement, il fait des trucs de gros, de big, le rebond, parfois un peu de protection de panier aussi, mais il y a parfois il est aussi juste en défense sur le meneur de jeu quoi, sur le point of attack. Tout à fait, le meneur ou l'arrière, et ça permet aux Knicks de bien défendre les équipes qui ont deux bons arrières, avec Mikal Bridges et Josh Hart, du coup, par exemple, sans trop obliger Brunson à aller au combat là-dessus. Ouais. Bon, voilà, et donc ça, c'est sûr que sa présence est très importante là-dessus. L'autre paramètre aussi qui a fait qu'il a été autant titulaire, c'est que Thibodeau a estimé très tôt dans le début de saison que bon, le banc, c'était compliqué, tout ça. Chose avec laquelle on peut être d'accord ou pas. On va voir comment va faire Mike Brown, mais ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que il aurait pu avoir presque les mêmes minutes ou pas, mais en sortant du banc, en étant 6e homme. Ça aurait pu être une stratégie tout aussi intéressante. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que le line-up principal des Knicks, ça fait 14 000 minutes de plus que tout le monde, mais finalement le rendement du line-up c'était cool, mais c'était pas génial quoi. Tu vois, t'avais des line-up beaucoup mieux. Donc il y avait un peu ce côté 5 de départ très très utilisé, mais pas non plus une machine de guerre quoi. Et non, mais après, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un peu ce côté où Thibodeau, il est tombé amoureux du joueur, et je pense que nous aussi, on aime bien ce côté connecteur, polyvalence, et il sort de tous les cadres, j'ai l'impression, Josh Hart. Et Thibodeau, quand il a quelqu'un qu'il aime bien, en général, il peut le faire jouer beaucoup. CF, Butler qui a fait des matchs à 48 minutes d'affilée, 3-4 matchs en playoff 2013. CF aussi, Lou Holding, qui à 31 ans, il y avait plus de jus dans le moteur. Il est encore plus utilisé que LeBron James 10 ans plus tard, quoi, tellement il a été utilisé par Thibodeau. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là où en fait il y a des forces aussi, mais Thibodeau était quand même assez amoureux. Mais la valeur est compliquée à mesurer. Je sais pas ce que t'en penses, parce que on parle de la défense qui est géniale. De l'autre côté, l'attaque, pour moi, il est venu un peu annuler le pouvoir de Cat, c'est-à-dire le spacing, un poste 5 qui shoot, et ça marchait pas tant que ça, pas autant qu'on voudrait, parce qu'en fait, ce que faisaient les équipes adverses, c'est tiens, nous, notre pivot défensif, notre Rudy Gobert, notre Chet Holmgren, il va être sur Josh Hart. Exactement, on le met sur Josh Hart et on le fait ne pas respecter Josh Hart. Et grosso modo, exactement, en safety, en roamer, et t'as tout le temps quelqu'un dans la raquette, quoi. Donc ça, c'est aussi une valeur un peu négative de Josh Hart, malgré tout ce qu'il fait de bien à côté, quoi. C'est sûr que Josh Hart, dans un monde idéal, il est pas à 32%, ou je sais pas combien il est à 3 points, mais il est à 37. Et là, du coup, c'est plus du tout la même chanson. Et non seulement ça annule un peu du jeu de Towns, mais aussi c'est pas très pratique pour Brunson. Ouais. Parce qu'à la base, tu te dis Brunson, c'est trop bien pour lui de jouer avec Towns, ça fait des espaces de fou, mais on oublie que les équipes s'adaptent et que, comme tu viens de le dire, elles mettent un mec en safety, moi j'appelle ça en safety, en aide, en safety, disponible, qui ne respecte pas Josh Hart, quoi, et qui vient gêner la raquette, et notamment les pénétrations d'un mec comme Brunson. Bon, après, Brunson, ça va, il arrive à scorer quand même. On peut le dire en Franz Beckenbauer ou pas? En libéraux défensif. Voilà, Franz Beckenbauer un peu, tout à fait. Tout à fait. Oui, effectivement, le shoot, c'est un peu le... Mais après, tu vois, est-ce que, Alex, si Josh Hart a un shoot à 40%, est-ce que c'est pas le meilleur role-player de l'histoire de la NBA, presque, tu vois? Il y aurait tout, si quoi. Si Josh Hart, il a un shoot à 40% à 3 points, ça veut dire qu'il tourne à 18 points par match, ça veut dire que c'est un All-Star. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on est sur du Sean Marion type, quoi.
Exactement. Bah d'ailleurs, un joueur comme ça, comme Sean Marion, était tellement fort dans ce rôle-là qu'il s'est dit, bah tiens, et si je passais à la case au-dessus? C'est un peu loupé, mais bref. Avec son espèce de geste dégueulasse, il arrivait à en mettre dans le corner. T'étais obligé de le respecter au bout d'un moment. Et avec ses doigts qui regardaient pas dans la même direction en même temps, c'était aussi. Après, il avait une qualité supérieure à Josh Hart, Sean Marion, c'est que déjà athlétiquement, c'était encore un autre bestiau. Et surtout, il avait un handle très sous-estimé qui lui permettait en transition de scorer beaucoup. Ouais. Exactement. Mais bon, c'est un autre truc. Mais il est dans cette veine, de ce genre de veine de joueur, Josh Hart. Juste pour dire aussi, Josh Hart, c'est un peu rigolo. Il y a un truc, une stat qui s'appelle le ratio de playmaking, enfin que j'appelle comme ça. C'est en gros, c'est assist percentage par usage percentage. En français, c'est à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons. Voilà, c'est juste ça. Oui. Hein. C'est très simple. Ça dit pas la qualité, mais à quel point ton jeu penche vers passe plutôt que score. 1,23 de ratio. En fait, il a un ratio comme si c'était un meneur pass first, quoi. Pour dire aussi à quel point il a des limites de scoring et que c'est un des meilleurs connecteurs de NBA. Et je peux te dire aussi qu'il a fait, c'est quoi, j'avais compté, c'était 12 ou 14 matchs à plus de 10 assists par match cette saison. Ce qui, pour encore une fois, un mec qui n'est pas un créateur de base, qui va pas faire des pick and roll, c'est quand même fou de se dire qu'en tant que connecteur en milieu de chaîne, il arrive à créer autant de valeur. Donc, tu vois, on commence par Sabonis et Josh Hart, c'est deux mecs avec des profils assez atypiques et assez polarisés, quoi. Des gros compromis, mais des grosses forces aussi. Et donc, on est d'accord, on le met sous Sabonis hein, pour l'instant dans ce classement. Ouais, juste derrière Sabonis, ouais, tout à fait. Ouais. Disons que Sabonis, il y a quand même de la création. Création avec compromis, mais c'est quand même création à haut volume, etc. Donc création très bien. Au volume, et puis c'est comme un autre délire au scoring aussi, au toucher. Oui, bien sûr. Sabonis, tu le sers au poste, je peux dire qu'il y a de moins en moins de gars qui le défendent en 1 contre 1 quand même. Mais tu vois, je serais curieux de voir en fin de classement combien de mecs on aura mis entre les deux. Est-ce que ce sera plutôt 20 ou 30 ou est-ce que ce sera plutôt 80? Tu vois, je sais pas. Mais ça, c'est à quel point chacun valorise aussi les role-players géniaux, quoi, par rapport à de la création. On verra bien. Petit quiz pour terminer. Celui-ci est très rigolo. Ah oui. Qui est sur le terrain pour cette action marquante de Josh Hart? J'ai pris son dernier panier. Nous sommes le 25 mars 2025. Son dernier panier pour un match en triple-double record de Josh Hart qui fait 16 points, 12 rebonds et 11 assists contre les Dallas Mavericks. Qui est sur le terrain? Fin de match contre les Dallas Mavericks de mars 2025 au moment de ce dernier panier de Josh Hart. Les garbage time de fin de saison là. Les Knicks. Towns. Alors, attends, j'ai perdu ma liste. Towns n'est pas sur le terrain, non. C'est le. Ouais. C'est qui alors? C'est qui l'intérieur? C'est Achua? À tes souhaits, mais exactement, c'est Achua, tout à fait. Et de toute façon, il n'y a pas 50 000, hein, vu que je pense que Mitchell Robinson ne devait pas encore jouer. Non. Tu vois. Non. Ah bah tiens, Bronson jouait pas. Il y avait Cameron Payne. Exactement, ton ancien de chez toi, Campaign. Cameron Payne. Il y avait quoi? Il y avait Anunoby, parce que dans le genre, j'ai beaucoup de minutes. Ouais, voilà, parce que dans le genre, on parle de Josh Hart, mais Anunoby, c'est nimp. Et le 5e, il a fait photographe à l'US Open. Je sais pas si t'as vu passer la news il y a pas longtemps. Là. Non. Non. Non, j'ai pas vu passer. Je sais pas. Moi, photographe à l'US Open, c'est quoi? Pas comme Dadier? Alors, anecdote, il a été drafté par les Sixers. Et quand Butler arrive aux Sixers dans un trade, il lui pique son numéro. Ça te parle, ça ou pas? Landry Shamet. Exactement, tout à fait. Ouais. Ça, je sais. Ça, je connais l'anecdote. Exactement. Et côté Dallas, alors, ça va être rigolo. On va s'amuser. Ah la vache, là, ça n'avait plus rien là, à cette époque. Il y a Najee Marshall, qui jouait tout à cette Exactement, tout à fait. Ça, c'est sûr. Superstar des Brooklyn Nets. Si je te dis la superstar des Brooklyn Nets. Spencer Dinwiddie. Il était là, tout à fait. T'es moqueur, hein, c'est pas bien. Hein. Ah, moi, je l'adore en plus. Je l'adore. Donc, il y avait Dwight Powell. Il y avait pas Dwight Powell. Il y avait pas Laurel non plus, mais il y avait. Il y avait Jaden Hardy. Hardy, tout à fait. tout à fait. Ouais, mais attends, je cherche les intérieurs. Putain, c'était qui les intérieurs? Parce que alors, tout le monde était blessé, là. C'est un tout small le monde ball. Était blessé. C'est un small ball. D'accord. C'est un mec qui a deux noms de famille. Le pivot du Jazz et la star des Timberwolves. Ah, Kessler Edwards. Exactement. Kessler. Qui était là-bas à Dallas, lui. Kessler Edwards. Et le dernier, je suis pas sûr que tu l'auras. Il s'appelle Brandon Williams. Tu sais, le petit Brandon Williams qui était sur le terrain. Je vois, mais je l'avais pas. J'aurais pas pensé à lui, clairement. Il a montré des trucs cool, hein, lui. Hein. Oui, fin de saison assez cool. En même temps, quand on joue plus rien. Oui, non. Bien sûr, faut voir ce que ça donne dans un contexte réel, mais il a montré des trucs.
Bref, avançons sur notre troisième joueur du jour, c'est Al Horford qu'on va traiter. Donc Al Horford qui a 62 ans. Ah non, pardon, mais pas loin. Donc Al Horford, mine de rien, tu vois, 28 minutes par match pour Al Horford, 9 points, 6 rebonds et quelques, bon, on s'en fiche. Pareil, niveau usage, on est sur un usage assez faible, 13%, 14% à peine, c'est très peu. Efficacité, moins 2% relatif à la moyenne, mais autour de la moyenne, grosso modo. J'ai envie de te lancer en disant, c'est une saison qui, pour quelqu'un d'à ce point vieux, bah finalement, qui est quand même pas si mal du tout. Hein. Bah c'est clair, attends, il a joué, combien t'as dit de minutes 28 par match sur 60 matchs. Tu te rends compte Ah il a ouais. 39 ans quand même, ou Ah ouais. quasiment 39 ans. Donc c'est quand même un vrai gros temps de jeu. Ouais. C'est pas... Je veux dire, Al Horford n'était pas au bout du banc des Boston Celtics. Al Horford était un membre actif de leur rotation, à donc presque 39 ans, dans une équipe qui jouait le titre. Et qui était d'un niveau historique presque. Hein, donc, et qui jouait voilà. Hyper bien. Et qui, voilà. Et donc, il était un peu the remplaçant numéro 1, voire souvent titulaire en fonction de ce qui se passe dans la raquette, des Celtics. Ensuite, même si ça a quand même baissé, là où tu vois qu'il a vieilli, c'est qu'il a baissé en efficacité. Ouais. Clairement. Donc ça, c'est les jambes, c'est la vitesse de réaction, c'est la qualité de choix, c'est plein de choses qui malheureusement baissent quand tu vieillis au sport de haut niveau. En revanche, sur l'aspect défensif, moi je trouve qu'il tient encore très très bien la route. Oui. Par rapport à son âge. Ah, il peut plus aller chercher les mecs et tout machin, mais il est là, il est bien placé, il est là au rebond, il est intelligent, il dirige bien la défense et tout, donc c'est vraiment un joueur très important dans la saison des Boston Celtics, qui évidemment a pris une tournure assez catastrophique. Bon, après la blessure de Jason Tatum en playoff, enfin tu vois, genre voilà, ça c'est sûr, c'est très compliqué. Mais la saison en elle-même de Al Horford, moi je la qualifierais vraiment de très bonne, en étant relative par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un joueur pareil, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord, et d'autant, enfin, déjà le fait qu'il soit qu'on l'ait mis dans la pré-liste des 100. Bah, déjà c'est un accomplissement en soi, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il y était l'an dernier, et en fait l'an dernier pour moi il fait une saison qui est un peu inquiétante. 2024, la régulière, je parle de la régulière, on dit ah mince, il est vieux, il se fait attaquer, ça tient pas. Et heureusement après les playoffs étaient géniaux en 2024 quand ça va au titre, donc là-dessus incroyable. Mais tu vois, en début de saison je me disais bon, playoffs très bien, mais est-ce qu'il va pas un peu refaire pareil cette année, quoi, c'est-à-dire un peu se conserver pour les playoffs et que la régulière sera pas top. Et en fait non, pour moi c'est une des surprises de la saison, c'est que Porzingis est blessé et absent une partie de l'année. Il y a pas d'autres backups à part donc Al Horford qui a 40 ans. Et en fait ça tient hyper bien. Moi je m'attendais pas à 28 minutes par match, quasiment titulaire à chaque fois sur une moitié de saison où le reste il y a pas Porzingis. Là où je te rejoins, c'est que en termes de couverture défensive, on lui demande plus de faire des switches comme à la grande époque, tu sais, où on disait. Là, il peut pas. Bah, il peut plus, mais c'est pas pour ça que occasionnellement il peut en faire un ou deux. Et non, mais en fait ça tient au niveau du drop, couverture traditionnelle, etc. Plus le passing, hein, toute l'intelligence qu'on lui connaît. Et au niveau de l'efficacité, c'est vrai que tu vois, être moins efficace sur un petit volume, c'est moins grave pour moi que être moins efficace sur un gros volume. Où, voilà. Vu le nombre de tirs qu'il prend, c'est anecdotique. Je l'ai cité parce que Exactement. moi je l'ai constaté en voyant des matchs et tout. Non, mais t'as raison. Mais c'est anecdotique à l'échelle de son volume, on est d'accord. Et en plus, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est juste entre guillemets que il met plus ses tirs à 3 points, alors que l'an passé il était un peu en surchauffe à 42%. Cette année c'est retombé à la moyenne au niveau des 36. Je pense que son vrai niveau est quand même un peu au-dessus de ça. Mais voilà, c'est juste une question parfois un peu aléatoire, hein. Sur une saison, l'échantillon est pas non plus énorme, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait on a encore eu un pivot défensif titulaire quasiment solide, plus l'apport offensif sobre. Je pense que ça va pas aller taper trop, mais c'est calibre top 100 à mon avis, hein. J'avoue que j'étais un peu surpris que tu le mettes dans la liste. Je suis très curieux de voir combien de joueurs tu vas avoir derrière lui dans le 100. Il sera peut-être centième. Hein. Je sais pas si... Après, là, pour le coup, c'est tellement compliqué, un top 100, mais je sais pas si si je vais avoir beaucoup de joueurs. Potentiellement, j'écouterai les autres épisodes, mais je sais pas si je vais avoir beaucoup de joueurs derrière Horford. Ah bah tiens, attends, on peut faire un jeu, je peux te citer qui sont les meilleurs joueurs qu'on n'a pas mis, le best of the rest, qui n'ont pas été intégrés. Ouais, un autre cas un peu compliqué, je savais pas quoi en faire de Westbrook, tu vois. Pour moi, il était un peu aux portes du top 100 aussi. Ouais, je comprends. Un Chris Paul aussi, très dit. Parmi les vieux. Chris Paul, parmi les vieux. Ouais. Un McCollum, mais qui est ultra inefficace. Tu vois, des mecs comme ça. McCollum, je le mets quand même devant Horford, je pense. Tu le mets devant Horford pour la création, quoi. Ouais, la création, la capacité à, ok, c'est assez inefficace et très tricky, mais tu as quand même cette capacité à
à scorer fort encore, tu vois, malgré les années qui viennent. Et puis après, je pense que McCollum, il a aussi été dans un contexte où il a pas toujours été aidé, hein, les Pélicans. Ouais. Ça s'appelle. Tu vois. Ouais, on verra aux Wizards. Hein. Non, mais on verra. Mais ouais, ok. Faudra voir. Je serais curieux de voir où Horford va finir. Et puis d'ailleurs, dernière stat que je voulais noter aussi, tu vois, la protection de panier est devenue un peu plus banale qu'avant. Mais ça paraissait logique à 38 ans. Mais donc il a peine à moins 3% de perte d'efficacité infligée au panier aux adversaires. Bon, c'est, par exemple, un Wemby, il va aller taper les moins 13, moins 14, voilà, pour dire à peu près l'échelle. Sauf qu'en playoff, à Horford, c'est remonté à moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier. Ouf, tu vois. Donc voilà, il y a ce côté où quand il faut, il est là, et au niveau des schémas aussi. Et d'ailleurs, on peut finir sur le quiz, si tu veux bien. Petit quiz, qui est sur le terrain pour une action marquante de sa saison? Vraie marquante, hein, cette fois, c'est un contre sur Garland. Tu sais, le fameux match où les Cavs sont invincibles et viennent dans l'antre de Boston, et Boston les défait pour la première fois de la saison. Un switch sur Garland, il coulisse avec Garland, pourtant qui est quand même assez mobile, et il va contrer le tir à la fin. Qui est sur le terrain, Alex, au moment de cette action où Horford vient switcher et contrer au panier Darius Garland? Il y a Donovan Mitchell. Ouais. Evan Mobley, ouais. Parce que c'était une fin de match serrée côté Cavs, a priori ces mecs-là sont sur le terrain. Ouais. Après, ouais, c'était le début de saison, donc ils savaient pas trop pour Max Truss, si Max Truss était blessé. Il était blessé, ouais. Du coup, il y avait quoi? Ty Jerome? Ty Jerome, ouais, qui fait un match incroyable. Effectivement, il est là. Ty Jerome, il était tellement chaud en début de saison. Et le dernier, c'est le numéro 9 de l'OM. Dans les années 2000. Numéro 9 de l'OM dans les fin années 2000. George Niang. Exactement. Exactement. C'est George Niang qui est dans le corner, c'est pas Jarrett Allen. Et côté Boston... non, sur les fins de match, Jarrett Allen, finalement, il est pas si souvent que ça sur le terrain. Côté Boston, classique, hein, là, y a pas de... ça va aller vite. Boston, bah oui, j'imagine, Brown, Tatum, Holiday White et donc Horford. Et c'est parfait, tu vois, tu enchaînes les Boston Celtics. Celtics. Pour le coup, Boston, c'est entre guillemets assez simple quand ils ont pas les blessés, on va dire. C'est plus facile que Brandon Williams et Kessler Edwards, je remarque. Voilà, c'est plus facile qu'un garbage time de fin mars. Donc voilà pour Al Horford, et donc on peut passer à notre quatrième joueur du jour, Cade Cunningham, si tu veux bien. Cade Cunningham, la saison un peu de l'explosion. Cade nous fait du 35 minutes par match, 26 points, 9 assists de moyenne. Au niveau de l'usage, je peux le dire aussi, on est sur un usage de 33% de basketball référence, donc un usage surtout de scoring, donc énorme volume, efficacité à peu près au niveau de la moyenne, 98, donc moins 2% relatif à la moyenne, c'est un peu l'idée surtout. On est vraiment, j'ai déjà un peu dit, mais je peux te lancer, on est sur vraiment la saison de la révélation, peut-être on peut dire, pour Cade. Oui, on peut le dire. Après, celle d'avant était déjà très bonne. Hein. Ouais. On l'oublie trop vite, mais les Pistons c'était bien dégueulasse, mais bien plus dégueulasse. Là, ce qui a fait la différence, c'est que les Pistons autour de lui ont beaucoup mieux joué aussi. Il a été meilleur, mais en plus autour de lui, je veux dire, Osar Thompson, les progrès de Jalen Duren. Genre, moi je l'adore, hein, Jalen Duren. C'est mon gars. C'est mon gars très très sûr. J'espère qu'il va faire une encore plus belle carrière que ce qu'il est en train de montrer. Il y avait pas mal de critiques autour de lui. Les critiques, elles commencent un peu à se calmer. En fait, Jalen Duren, il est jeune. Faut lui laisser le temps. C'est un pivot et tout. Et je pense qu'il est vraiment nickel pour jouer avec Cade Cunningham. Je pense que Dallas tient là un 1-2 punch meneur pivot qui est vraiment cool. Pas Dallas d'ailleurs, Détroit. Tout ça pour dire que oui, Cade Cunningham, leader, jeune, talent, il y a encore de la marge de progression, je pense. Hein. En plus, je veux dire, les stats que t'as données là, elles sont excellentes. Allez, si on veut chipoter, on va aller chercher quoi? L'efficacité sur certaines actions, hein, à 3 points parfois, des tirs un peu forcés. On va aller chercher le fait qu'il y a des fois où il force des mid-range pull-up alors qu'il devrait essayer de driver aussi. Oui. Pour aller chercher des lancers, peut-être un peu plus avec son physique et son côté fluide, smooth et tout. Je pense qu'il peut vraiment aller prendre plus de lancers aujourd'hui en NBA. Ou marquer des paniers plus faciles. Moi, j'ai adoré le fait que, genre, il commence à venir vers les 9-10 passes par match décisives. Ce qui veut dire qu'en fait, non seulement ça progresse autour de lui, ça met un peu plus les tirs, mais en plus, lui, il voit. Cade Cunningham voit bien. C'est pas juste un mec smooth qui score. C'est un vrai meneur, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup.
c'est plus une saison de la confirmation parce qu'on confirme à l'échelle collective que révélation pour toi. Il était déjà bon l'an passé. Tu veux... Oui. Ouais. Pour moi, ça n'a pas été son talent n'a pas été pour moi une révélation. C'est vrai. Sur certains aspects, je me suis dit putain, c'est trop bien. Il est vraiment genre le côté meneur. Je le trouve vraiment très intéressant au-delà de la stat de passe D. Je trouve la façon dont il cherche, la façon dont il positionne, la façon dont il gère les systèmes et tout. J'ai vraiment kiffé. Il y a vraiment eu un côté meneur. Et ça s'est encore plus vu, malheureusement pour lui, quand Jaden Ivey s'est blessé. Oui, ça fait partie de l'histoire de la saison aussi. Hein. Pourquoi il a un tel volume de responsabilité, c'est parce que l'autre porteur de balle s'est blessé. Voilà. Donc on a basculé sur un héliocentrisme, comme on dit, donc tout tourne autour de lui. Je pense aussi que tu vois, ce qui est bien, je peux commencer par la défense parce que c'est plus facile, mais il n'a pas fait tâche du tout dans ces schémas de JB Bickerstaff, et une bonne défense de Détroit. Et même plus que ne pas faire tâche, il a été assez bon, et avec sa taille et sa longueur de bras, protection de panier, parfois un peu occasionnellement, etc. Ouais, puis il participe au rebond. Exactement. Donc ça, non, ça va, hein, franchement. Et tous les meneurs, tu vois, stars, tu vois, tu prends Trae Young, il a pas cet apport de parfois protection de panier, le rebond, comme tu dis. Donc déjà, c'est bien ça. La taille est fonctionnelle. Il fait ma taille. Hein. En défense. Comment ça? Ah oui, Trae Young, pas Cade. Il fait ma taille, pas Cade. Ouais. Genre, c'est pas pour excuser Trae Young, hein, mais c'est Cade à ce niveau-là a l'avantage de faire 2 mètres, quoi. Et après, le truc qu'on peut remarquer, c'est le passing, comme tu dis. Mais c'est aussi pour ça qu'il se fait drafter très tôt, enfin numéro 1, parce que il y a un côté, tu vois, c'est un cocktail parfait, quoi. Niveau scouting, c'est un passeur qui fait des lectures avancées, qui peut être très bon sur pick and roll, et avec une grande taille, quoi. Donc ça, niveau scouting, dès que tu as un passeur qui est grand, on te dit, ah, ça c'est bien, parce que les angles de passe sont disponibles, etc. C'est ça. Et ouais, et là c'est ce qu'on voit, quoi. Donc il y a un aspect où l'attaque a beaucoup tourné autour de lui. Ça n'a pas été top 3 attaque de NBA, mais il y a quand même un rendement qui est très cool, en fait. Il y a un rendement qui est très cool. Non, c'était une attaque average, hein, les Pistons, mais c'est une attaque average parce que, pardon, mais je veux dire, Tobias Harris a fait une bonne saison, Tim Hardaway Jr. a fait une bonne saison, Malik Beasley a fait une saison absolument incroyable. Ça reste des joueurs middle. Tous les mecs que je viens de citer. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, c'est difficile d'avoir une attaque autre chose que average avec ces joueurs-là autour de toi. Et même malgré les progrès, notamment offensifs, aussi de Jalen Duren, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, t'as quand même Oscar Thompson, qui est un super joueur qui te fait progresser ta défense, mais qui en attaque est pas si simple que ça à utiliser. Enfin, tu vois, t'as encore plein de trucs qui doivent progresser à Détroit. Après, dans le sillage de Cade Cunningham, Détroit a été une des darlings de la saison. Ouais. À Détroit, leur saison, elle est incroyable. Et en plus, au premier tour de play-off, ils se font pas du tout laminer par les Knicks. Ils se battent. Ça fait plaisir. Et je t'avoue que moi, ouais, vas-y, pardon. Non, pardon, j'allais dire, moi, ce que j'aime bien aussi, on parle un peu d'efficacité. Il est enfin au niveau de la moyenne NBA. Il est à peu près, il est pas encore ultra efficace. C'est peut-être l'étape d'après, comme tu dis, quand il aura 24, 25, 26 ans. Il a que 23 ans. Pour l'instant, enfin, c'était son année 23 ans. Il est autour de la moyenne. Mais il faut savoir que l'an passé, il était à moins 6% relatif à la moyenne. Tu vois, il était assez inefficace. Il y a 2 ans, il était à moins 15%. Donc, tu vois, on partait d'un mec qui avait un profil scouting très intéressant, etc. Mais il n'arrivait pas encore à devenir rentable. Il prenait beaucoup de ballons, il mettait des points par match, mais c'était pas avec une rentabilité qui était ultra intéressante. Cette année, pour moi, la progression, c'est que, ah ouais, ça y est, ça commence un peu à venir, efficacité au niveau de la moyenne au scoring, plus le passing, etc. Et je pense qu'il peut faire plus, hein, parce que, tu vois, on parle beaucoup du jump shot, mais moi, j'attends beaucoup au drive aussi. Je m'attends pas à ce que l'étape d'après soit le pull-up à 3 points, ou je pense plutôt que c'est une question de drive. Les points plus près du cercle. Exactement. Vu sa taille, son gabarit, tu vois, actuellement, parmi les gros drivers à plus de 10 par match, il est 25e sur 50 à peu près, donc milieu de tableau. J'espère que le Cade, d'ici 2, 3, 4 ans, il sera un mec qui sera top 10, quoi, avec des tonnes de lancers francs, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop. Pour l'instant, c'est un peu finition en finesse, les petits pull-ups à 2 mètres du panier et pas trop d'agressivité. Et c'est peut-être ce qui manque encore pour aller, pas être juste efficace, mais pour être très efficace. Dans ses choix, je pense que Cade Cunningham, il devrait regarder de la vidéo de Luka Doncic pour travailler dans ses choix. Je dis pas qu'il va devenir Luka Doncic, mais il y a des choix où Luka Doncic, sans être ni un surathlète ni rien, il utilise juste bien sa taille et sa technique, ce que Cade Cunningham peut faire également, pour aller s'approcher du cercle. Je pense que Cade Cunningham utilise pas encore suffisamment bien les défenses qui drop. Tu vois, les défenses qui drop, il faut les martyriser, il faut s'approcher du cercle, il a tout, il a les flotteurs, il a tout ce qu'il faut. Donc ça, t'as raison là-dessus, je pense qu'il faut qu'il s'approche du cercle, Cade Cunningham, pour encore gagner en efficacité.
Et une fois qu'il y est, il faut aussi attaquer le contact. Ce qu'il fait pas toujours. Parfois, il aime bien un peu juste prendre le tir par-dessus, le tir à côté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Oui. Tu vois, Luka Doncic, il s'en fiche, quoi. Déjà parce qu'il. Luka Doncic, au contraire, le contact, il le cherche. Exactement. Mais ouais, c'est peut-être la prochaine progression. Mais je trouve que déjà avoir concrétisé ce qu'on attendait depuis 2-3 ans, c'est très cool. Après, on peut le dire aussi. C'est bien qu'il soit actuellement dans un système où il a tous les ballons. Donc, ça valorise, ça l'optimise. Je trouve que la valeur off-ball est peut-être pas encore top, quoi. Tu vois, donc, pour l'instant, la question se pose pas parce qu'il n'y a pas d'autre deuxième porteur de balle. C'est Jaden Ivey, c'est le rôle de Jaden Ivey. On va voir cette année comment il revient et tout, est-ce que ça donne. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais le côté catch and shoot, le côté même cut, activité off-ball, je suis pas sûr. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais pourquoi pas l'utiliser un peu plus de manière variée, c'est-à-dire un peu de post-up, mais pourquoi pas aussi Cade en poseur d'écran, ou tu vois, ce genre de truc un peu plus pour diversifier son profil qui pour l'instant est très pick and roll à haut volume, quoi. Il y a un travail là-dessus. Ça, c'est un travail tactique global aussi. C'est pas que sur le joueur. Ouais. Oui, d'accord. Donc Cade, et oui, alors le duel par rapport à Sabonis, je t'en prie, tu as commencé un peu à le faire tout à l'heure. Voilà, vu tout ce qu'on vient de dire, je pense que là, à l'instant T ou au moment où on enregistre ce podcast, je pense que je mets Cade devant. Ouais. Mais je ne pense pas que l'écart soit si fou que ça entre les deux joueurs. Oui, je suis d'accord. Pas si fou. L'exercice étant aussi là pour évaluer ce qui s'est passé de facto en 2025 et pas la théorie. Voilà. Tu vois, voilà. Dans la théorie, je pense que Sabonis pourrait avoir plus de volume et avoir un rendement intéressant, mais dans les faits, il l'a pas eu. Donc il y a aussi ça. Dans les faits, il l'a pas eu. Sabonis est clairement plus efficace, mais peut-être sur des volumes différents et avec des rôles très différents. Puis c'est toujours compliqué de comparer des meneurs avec des intérieurs aussi. Eh oui. Donc voilà, mais je pense que l'écart à la fin dans ton top 100, je pense pas qu'il y aura non plus tant de joueurs que ça entre les deux. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc oui, et puis tu vois, même la défense, Sabonis, on peut à la limite faire un duel sur l'attaque. Qui peut le plus porter une attaque assez haut, créer des tirs ouverts pour autrui, etc. Mais Sabonis, il y a le malus défensif que tu n'as pas avec Cade. C'est pas le même poste. Il a moins. Mais de facto, il y a pas ce malus, quoi. Donc donc je suis d'accord. Très bien. Et alors petit quiz pour terminer. Nous sommes le 16 janvier. Un poster dunk de Cade Cunningham sur Miles Turner. Peut-être tu t'en souviens de ce match-là qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk. Je sais pas. Jalen Duren. Duren est là. D'ailleurs, je t'ai dit une bêtise. C'est pas le match de janvier, c'est le match de tout début de saison. Voilà. Bon, t'as compris l'indice. Jaden Ivey. Exactement. Ivey. Tout à fait. T'as raison. Donc Jaden Ivey, Cade Cunningham, Jalen Duren, il était là. Ouais. Ok, donc après dans les ailes, Tobias Harris tout et à fait. Osar Thompson. Et pas Osar, le fils d'un crossover. Le fils d'un crossover. Tim Hardaway Jr. Exactement, Tim Hardaway Jr. Tout à fait. Et côté finaliste NBA alors? Miles Turner, Tyrese Haliburton est sur le terrain, ouais. Ouais, Pascal Siakam. Siakam est sur le terrain, tout à fait, c'est classique. Ouais, Andrew Nembhard. Nembhard également. Je sais pas moi, c'était qui? Aaron Nesmith. Exactement. Ah non, Aaron Nesmith. Aaron Nesmith est sur le terrain, ouais, tout à fait. Donc voici pour ce quiz. Donc on peut passer au dernier joueur du jour, le 5e et dernier joueur du jour, c'est Giannis Antetokounmpo. Bon, on se débarrasse du classement, on le met premier de suite. Je pense que c'est assez facile. Je te confirme. Mais voilà, bon, je pense qu'on va en discuter. Hein. Lui, il est plutôt dans la conversation pour le top de NBA, mais je te fais le topo rapidement. On est à 34 minutes de jeu par match cette saison, 30 points encore, 12 rebonds, 6 assists et demi de moyenne par match. En termes d'usage, on est assez gros aussi, 35% d'usage. C'est énorme sur plus 8% d'efficacité. C'est énorme aussi, d'autant plus sur un tel volume d'utilisation. Bref, on a une saison encore magnifique malgré le collectif encore poussif des Bucks de Doc Rivers. Clairement, collectif qui sert pas Giannis. Parce que c'est ça, plus 8% en efficacité alors qu'il a un volume de fou furieux et qu'on peut pas dire qu'il ait un entourage si fou que ça, hein, quand même. C'est ça. On va pas se mentir. Après, il y a eu Lillard pendant toute une partie de la saison, mais ça a été, enfin, tu vois. C'est le meilleur two-way de la ligue. On peut le dire, ça? Peut-être pas loin, ouais. Ah, qui c'est, sinon? Je pensais à Jordan Poole, mais non, mais il est peut-être au-dessus. Oui, ouais, t'as raison. mais à part Jordan Poole. T'as raison.
Franchement, Giannis, c'est qui sinon? Il y a Anthony Davis qui discute dans ce registre, mais Anthony Davis, il est moins régulier qu'Giannis, hein. Ouais, et puis Giannis, c'est quand même beaucoup plus axé go-to-guy et création pure que Davis, je trouve, tu vois. Ah bah complètement. Non mais je mets Anthony Davis derrière, mais je dis qui discute dans ces qui en two-way peut discuter avec Giannis, qui donc est un two-way qui te met plus de 30 points par match depuis je sais pas combien de saisons, a un pourcentage d'efficacité, tu viens de le dire, et de usage rate assez incroyable. Ok, il rentre pas ses lancers. Bon, il a pas de 3 points. Voilà. Ok, on a compris. Ouais. Malgré ça, il met plus de 30 points par match, à une efficacité de fou furieux. Et en plus, je trouve il l'entretient bien. Il a eu une belle progression à la passe et il arrive à bien l'entretenir. Il y varie, hein, Giannis. Il améliore son jeu de passe, il modifie les systèmes. Tu peux vraiment tu peux vraiment varier les systèmes avec Giannis en premier ball handler. Hein. C'est fou. Ouais. Je trouve ça fou. Ouais. Et en plus de ça, le mec peut défendre les 5 postes en NBA, quoi. Bah, le truc, c'est que moi, je pense qu'on est un peu tous déçus que le duo n'ait pas plus fonctionné avec Lillard. Mais je pense qu'il y a un aspect tactique là-dedans, quoi. Et tu vois, même pour cette saison, bon, ok, les Bucks sont un peu plus moyens, mais en fait, il y a quand même des limites d'effectifs, à mon avis, qui sont assez énormes. Où en attaque, tu as beaucoup de bons shooters, mais qui, quand il faut poser un dribble ou faire une passe en mouvement, il n'y a plus rien, quoi. Donc déjà, ça, pour animer autour de Giannis, c'est pas top. C'est compliqué. Et en défense, t'as des mecs qui sont bons face au ballon, mais quand il faut faire une rotation off-ball, c'est fini, quoi. Donc pour le coup, il y a que Giannis, exactement. Et après, Brook Lopez, qui a un peu baissé aussi en niveau de protection de panier cette année, mais bon, à 38-39 ans, c'est normal. Mais grosso modo, t'as un peu ce truc où l'effectif est quand même très, très, avec des profils largement imparfaits. Et c'est dommage parce que, tu vois, moi, je me souviens aussi le match contre OKC, la finale de la Coupe de la Ligue, là, où ils ont gagné donc cette coupe avec Darvin Ham, la deuxième d'affilée, etc. Le match, tu vois qu'il y a des ajustements tactiques intéressants. On le fait démarrer avec des postes d'écran qui se passent ligne médiane et donc il y a plein d'espace à attaquer dans le dos de l'écran plutôt que l'écran posé proche du panier, etc. Enfin, tactiquement, c'était quand même très cool. Mais c'est un match, quoi, tu vois, où c'est un match par-ci par-là et il y a des limites soit d'effectifs, soit de coaching, soit les deux. Et il y a cette frustration de est-ce qu'on n'a pas un des top 2 joueurs mondial ou top 3 qui est coincé dans une équipe qui est milieu de tableau à l'est, quoi. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, t'as complètement raison. C'est pour ça que je vais mettre la pression à tous les gens qui vont passer derrière. Extrêmement curieux de voir combien de joueurs va y avoir devant Giannis. Bah tiens, vas-y, spoil, combien t'en mettrais, toi? Je sais qu'au MVP, il y en a eu 2, puisque Giannis a été 3e du MVP. Mais je trouve que dans les MVP, on prend beaucoup trop en compte le bilan collectif, ce que je comprends, hein, attention, hein, mais je trouve qu'on le prend beaucoup trop en compte. Et donc, en termes de two-way player, en termes de joueurs complets, et donc quand tu fais une hiérarchie autour de quel joueur tu veux construire ton équipe et tout, je me demande si je fous pas Giannis en 1, moi. Devant Jokic, devant SGA. Ouais, bah c'est ça la discussion. Sinon, il y a qui d'autre? Il y a Doncic. Dans ce genre de discussion, quand même, faut pas déconner. Voilà, après, il y a Embiid quand il peut jouer, mais bon, voilà. Hein, tu m'as compris. Mm-hmm. Et après, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que j'adore Luka Doncic, j'adore Nikola Jokic. Le style de Shai est extraordinaire. En plus, Shai, c'est vraiment un vrai two-way aussi. Lui aussi, hein, il défend, hein, Shai, attention. Après, il a été dans une équipe défensive où là, pour le coup, il y avait vraiment une variété bien meilleure autour de lui que ce qu'il y a autour de Giannis. Et en attaque et en défense. Et bien mieux coaché. Et enfin, on va pas refaire la saison du Thunder, mais voilà, elle est extraordinaire. Donc, je trouve que c'est une vraie discussion sur Giannis dans ce sens où il met 30 points par match depuis je sais pas combien d'années, à des pourcentages extrêmement élevés, tout en faisant partie des meilleurs rebondeurs de la ligue, tout en mettant 6 passes d'ess par match, et en plus, tu peux pas le cibler qu'en défense. Tu cibles pas Giannis. Limite, tu cibles n'importe quel autre joueur sur le terrain, en fait. C'est quand même assez fou. On l'a dit, tu vois, il y a des équipes, elles ciblent Jokic. Tu cibles pas trop SGA, hein. Shai, tu cibles pas des masses. Mais tu peux te dire, au moins, on va le fatiguer, c'est toujours mieux que d'attaquer sur Caruso, par exemple. Tu vois, genre, ça n'arrive pas avec Giannis. Personne ne cible Giannis. Personne. C'est un leader incroyable. Il tire son équipe vers le haut tout le temps. Il se plaint, mais pas tant que ça par rapport aux autres. Il est encore là à Milwaukee pour l'instant. On verra après. Ça se trouve d'ici le temps que ce podcast soit publié. Cette phrase sera obsolète, mais on verra. En tout cas, voilà. Je veux dire, j'avoue que son côté manque de qualité de réussite au shoot à 3 points et au lancer
peut parfois biaiser certains avis. Faut pas oublier ce qu'il est vraiment Giannis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui domine vraiment tellement plus des deux côtés du terrain que Giannis? Je suis intéressé par la réponse à cette question. Et d'ailleurs, je rajoute, hein, cette saison, il met 47% de ses longs tirs à 2 points. Ce qui, pour les standards des longs tirs à 2 points, est très très bien. Alors, c'est qu'une saison, est-ce que c'est son vrai niveau? On ne sait pas, mais nous, on juge 2025. 2025, on prend ce bonus, quoi. C'est là, il l'a mis ce tir-là, tant mieux. Mais je te rejoins, la discussion est intéressante par rapport à ça. Ce côté, il est peut-être un peu moins... Tu vois, je pense que le reproche qu'on pourrait faire, c'est oui, mais une attaque autour de Giannis, ça va moins haut qu'une attaque autour de Jokic. Ok. Mais il y a la défense, et qui est pas rien. C'est une défense sur le poste intérieur en plus, donc protection de panier, les schémas dépendent aussi beaucoup de lui, etc., etc. Donc je te rejoins que la discussion est très intéressante. Et en plus, si tu rajoutes, alors pareil, une attaque autour de SGA, c'est sympa, mais c'est pas comme s'il l'a porté aussi haut qu'un Jokic, un Doncic, etc. Donc par rapport à Jokic, il y a l'aspect de... Dans la conversation, le débat, je veux dire. Un Jokic, tu pourrais dire, Giannis, il y a quand même beaucoup moins de compromis défensifs. Et par rapport à même un SGA, tu te dis, SGA, il est plus neutre en défense, quoi. Alors que Giannis apporte une vraie plus-value. Donc je te rejoins que le débat est très intéressant. Le débat, il est réel. Ah oui, je suis d'accord. Et je le trouve d'ailleurs très intéressant. Et ça sera d'autant plus intéressant quand tous ces joueurs-là joueront ensemble face à des équipes US lors du All-Star Game. Oui, je suis d'accord. Parce que la petite raquette Giannis Jokic, ce que fait Aaron Gordon, Giannis peut le faire. Hein. Oui. Est-ce que tu as remarqué la subtilité des Américains qui ont fait enfin le monde versus USA, mais ils ont quand même mis 2 équipes pour les USA pour dire il y a quand même 2 fois plus de bons Américains que d'Européens. 16 contre 8, bon ça c'est pour ménager les égos. Mais je suis pas sûr qu'ils fassent une si bonne affaire. Dans le sens où seulement 8 Européens, non-américains, pardon. Oui, pardon. Putain, ça va être compact, hein, ça va être fort. Hein. Oui. Le 8 non-américain, il est extrêmement fort. Effectivement. Donc bref, numéro 1, incontestable, on est d'accord de ce classement pour l'instant. Sur ces 5 joueurs-là, bien sûr. Et donc, petit quiz pour terminer, et tu vas pouvoir venger la France, tu vas voir, quoique c'est déjà un indice. Qui est sur le terrain au moment d'un poster dunk, méga poster de Giannis sur Goga? Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk pour la France, messieurs, dames? Lillard. Lillard est sur le terrain, oui, tout à fait. Brook Lopez. Ouais, tout à fait. Si je te dis Bichoko. Taurean Prince. Exactement, Taurean Prince, ouais, tout à fait. Les Princes, les Bichoko. Ouais, les Princes, les Bichoko. Et puis, du coup, qui c'est qui l'utilisait? AJ Green. Non, il le mettait plutôt devant, lui. Exactement, AJ Green, tout à fait, ouais, tout à fait. Et côté Orlando, alors? Ouais, il n'y a pas Franz Wagner, mais il y a Banchero. Non plus. Ok, aucun des deux. Ou il est peut-être pas sur le terrain à ce moment-là? Peut-être pas sur le terrain, t'as raison, peut-être pas sur le terrain en tout cas. Kentavious Caldwell-Pope? Il est là, tout à fait. Et il y a pas Suggs. Il y a Suggs sur le terrain. Il y a Suggs sur le terrain, ouais, tout à fait. Cole Anthony. Oui, Cole Anthony, tout à fait, ouais, exactement, il est là. Et le dernier, un ancien de Chicago. Wendell Carter Jr. Exactement. Et c'est un match. Il y avait Wendell Carter et Goga Bitadze sur le terrain. Tout à fait, les deux ensemble, ouais. Les deux ensemble. Et d'ailleurs. Spacing. Et tu ne l'as pas cité, mais il y avait aussi Thanasis Antetokounmpo qui est sur le banc, qui est en train d'applaudir. Donc voilà, ça compte aussi. D'ailleurs, il a un contrat, hein, je crois. Il vient de signer un contrat au Bucks, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il reste à Milwaukee. Mais bref, donc voilà pour le quiz pour Giannis. Voilà pour l'épisode. Je peux résumer donc notre top 5 après le premier numéro. Giannis numéro 1, Cade numéro 2, Sabonis numéro 3, Josh Hart pour l'instant numéro 4 et Al Horford numéro 5. Voici pour l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Alex d'être passé pour ce top 100. Merci pour l'invitation, c'est toujours cool. En plus, j'inaugure le top 100, donc du coup, je vais écouter avec attention les épisodes suivants pour voir un peu comment les gens vont casser mon discours et vont mettre 8 gars devant Giannis. Ou 80 gars entre Cade et Domantas, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ah oui, l'écart entre Josh Hart et Horford, on est curieux de voir aussi, je suis d'accord. Ou est-ce que Horford va sortir du top 100 aussi, hein, potentiellement? Est-ce que Horford va sortir du top 100? Ouais, c'est possible. Ah oui, mais c'est possible ça, tu peux rajouter des joueurs? On peut rajouter des gens si des gens nous demandent, bah non, il faut rajouter lui à la place, etc. On peut modifier. D'accord, voilà. Ok. Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alex d'être passé sur le top 100. Merci à toi, merci beaucoup pour l'accueil.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, déjà pour notre premier numéro, je rappelle que si vous avez un peu des remarques ou vous voulez en discuter ou parler de tout ça, des doléances par rapport au classement, et surtout où est-ce que je posterai le classement pour le voir, ce ne sera pas sur Twitter, pas non plus sur YouTube où les liens c'est un peu compliqué, ce sera sur le Discord. Donc rendez-vous sur le Discord pour voir le classement, le visuel. Bon, pour l'instant c'est qu'un top 5. Mais voilà, normalement, le Discord pour tout ceci, c'est là le lieu idoine, on va dire, pour que moi je puisse poster en dehors de Twitter, hein, parce que je vais quand même pas m'aventurer à mettre un classement NBA sur Twitter, je connais trop bien Twitter. Donc bref, voilà pour le premier numéro, et on va faire comme l'an passé, c'est-à-dire qu'on va un peu les enchaîner un par jour, comme ça vous aurez un peu votre dose quotidienne, ceux qui veulent un peu, soit vous les écoutez plus tard, soit sinon ceux qui sont à jour, ils peuvent en avoir un peu un par jour. Bref, comme ça, on va arriver tout doucement vers la saison avec le top 100 qui va se conclure, donc 20 numéros, 20 x 5, à la fin on aura un top 100. Et donc voilà, demain on se retrouve déjà pour l'épisode numéro 2 de La Syllabe, notre top 100, le top 100 du Basket Lab 2025. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Alex d'être passé sur Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.